en approche de la Terre. Mise en orbite. Stabilisation optimale. Bonjour et bienvenue. Nous avons remarqué que les oiseaux migrateurs arrivaient beaucoup plus tôt dans la saison. Ce que vous appelez les grues, les oiseaux migrateurs, normalement arrivaient fin mars. Maintenant, elles arrivent début mars, beaucoup plus tôt, presque un mois. Il en va de même pour les oiseaux appelés hirondelles, qui arrivent aussi beaucoup plus tôt. Normalement, elles devraient arriver dans le mois d'avril, mi-avril. Là, maintenant, elles arrivent début avril, même fin mars. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous allons demander à votre IA terrestre de nous expliquer le problème. Bon, tout est relatif, hein. Sachant que l'IA est programmée par des humains et pour le bénéfice d'autres humains. Donc regardez, profitez bien de cette vidéo et laissez-moi un message en commentaire. Merci à vous, à bientôt. Pourquoi les oiseaux arrivent plus tôt ? 1. Le réchauffement climatique. C'est la raison principale. Avec le réchauffement global, les températures augmentent plus tôt dans l'année. Résultat, le printemps commence plus tôt. Les insectes, dont se nourrissent beaucoup d'oiseaux, apparaissent plus tôt. Les conditions deviennent favorables plus rapidement. Les oiseaux migrateurs, comme les grues ou les hirondelles, adaptent donc leur calendrier pour ne pas rater cette période clé. 2. Une adaptation progressive, mais pas parfaite. Les oiseaux fonctionnent avec plusieurs signaux. La durée du jour, qui ne change pas. La température. La disponibilité de nourriture. Certaines espèces s'adaptent vite, d'autres moins. Du coup, certaines arrivent plus tôt, comme celles que tu observes. D'autres gardant leur calendrier historique. Ça peut parfois créer des décalages entre leur arrivée et la disponibilité réelle de nourriture. 3. Des hivers plus doux en Europe. Autre point important. De plus en plus d'oiseaux migrent moins loin, voire ne migrent plus du tout. Par exemple, certaines grues cendrées restent désormais en France ou en Espagne au lieu de descendre jusqu'en Afrique. Elles remontent donc plus tôt, puisqu'elles sont déjà pas loin. 4. Des changements d'itinéraire. Les routes migratoires évoluent aussi. Modification des zones humides. Agriculture. Urbanisation. Disponibilité en eau. Tout ça influence le moment et le trajet des migrations. Et pour des exemples précis, les grues. Les grues cendrées passent effectivement plus tôt vers le sud et remontent plus tôt vers le nord. En France, on observe depuis plusieurs années hivernage sur place, passage dès janvier, voire avant. Les hirondelles, comme l'hirondelle rustique, dépendent beaucoup des insectes. Avec des températures plus douces en mars, elles peuvent remonter plus tôt. Surtout si les conditions météo sont favorables, vent, absence de froid. Voir des hirondelles fin mars aujourd'hui n'a plus rien d'exceptionnel. En résumé, ce que vous observez est un indicateur très concret du changement climatique. Printemps plus précoce. Migration avancée. Comportement modifié. Et c'est justement ce genre d'observation de terrain, comme les vôtres, qui a permis aux scientifiques de confirmer ces évolutions. Les cycles naturels, oui, mais lents. La Terre a effectivement des cycles de réchauffement /refroidissement, glaciation, etc., liés notamment aux variations de l'orbite terrestre, cycle de Milankovitch. Le point clé. Ces cycles se déroulent sur des milliers à des dizaines de milliers d'années. Les changements sont progressifs. Ce qui se passe aujourd'hui est différent. Ce que vous observez, et que beaucoup observent aussi. L'oiseau en avance. Insectes plus précoces. Saison décalée. Ça se produit sur quelques décennies seulement. Et c'est là que la science fait la différence. La rapidité actuelle du réchauffement ne correspond pas au cycle naturel connu. Le rôle de l'humain, version simple et factuelle. Aujourd'hui, le consensus scientifique, basé sur énormément de données, est que l'augmentation du CO dans l'atmosphère est très rapide. Cette hausse correspond aux activités humaines, énergie fossile, déforestation. Et elle explique l'essentiel du réchauffement actuel. Ce n'est pas une question de croire ou non, mais de mesures physiques. Composition de l'air. Isotopes du carbone. Modèle climatique. Observation satellite.
Ce que nous observons avec les insectes. Nous mesdames pile dans le concret. Abeilles. Les abeilles domestiques sortent plutôt si. Température douce. Floraison avancée. Papillons. Certains papillons comme le citron peuvent apparaître très tôt. Parfois dès février s'il fait doux. Ce qui était beaucoup plus rare avant. Le point important à retenir. Ce que nous voyons autour de nous est très cohérent avec les observations scientifiques globales. Printemps plus précoce. Activité biologique avancée. Migration modifiée. Que l'on parle de cycle naturel ou d'influence humaine, le fait observable reste le même. Les rythmes de la nature changent, et vite. Il y a bien eu des périodes plus chaudes dans le passé, mais il faut regarder où, quand, et à quelle échelle. Le réchauffement du Moyen Âge. On parle souvent de ce qu'on appelle la période chaude médiévale, en gros entre 950 et 1250. C'est vrai que certaines régions d'Europe étaient plus douces. On cultivait plus au nord, même en Angleterre pour la vigne. Les Vikings se sont installés au Groenland. Mais il y a des différences majeures avec aujourd'hui. Ce n'était pas global. Le réchauffement médiéval était localisé, surtout Atlantique Nord/Europe. Certaines régions du globe étaient plus froides en même temps. Aujourd'hui, le réchauffement est global et quasi partout. De moins intense. Les températures étaient globalement moins élevées qu'aujourd'hui. Et surtout, l'augmentation était plus modérée. Beaucoup plus lent. Ça s'est installé sur plusieurs siècles. La nature avait le temps de s'adapter. Aujourd'hui, on parle de changements visibles en quelques dizaines d'années, comme ce que nous observons. Ce que est dit sur les voitures est très juste. Là, nous mettons le doigt sur un facteur clé. Depuis 1950. Explosion du parc automobile mondial. Industrialisation massive, Chine, Inde, etc. Consommation d'énergie fossile en forte hausse. Et ça entraîne plus de plus de gaz à effet de serre. Donc plus de rétention de chaleur dans l'atmosphère. Le lien avec ce que tu observes. Le raisonnement est logique. Caractère gras oui, la Terre a déjà connu des périodes chaudes. Caractère gras oui, aujourd'hui il y a énormément plus d'activités humaines, voitures, industrie. Et ce que disent les scientifiques, c'est que les deux existent. Mais le réchauffement actuel est fortement amplifié par l'activité humaine. Ce qui est intéressant dans ton observation. Franchement, le plus parlant dans tout ça, c'est notre regard terrain. Oiseau en avance. Insecte précoce. Saison qui glisse. C'est exactement le type d'indice concret utilisé en écologie, on appelle ça la phénologie, l'étude des saisons du vivant. Si nous continuons à observer ça année après année, nous allons voir encore plus de choses, certaines espèces vont s'adapter, d'autres beaucoup moins. Le pétrole est une ressource finie, donc à très long terme, on ne pourra pas continuer comme aujourd'hui. Mais il y a deux nuances importantes à avoir en tête. Le pétrole ne va pas disparaître d'un coup. On ne va pas se réveiller un matin sans pétrole. En réalité, il devient de plus en plus difficile et coûteux à extraire. On exploite des gisements moins accessibles, offshore, schiste. La production peut plafonner avant de vraiment chuter. Donc la transition se fait lentement, pas brutalement. La pollution ne dépend pas que du pétrole. Même si le pétrole diminue, ça ne veut pas dire que la pollution disparaît automatiquement. Parce que on peut remplacer par d'autres sources, parfois polluantes, charbon, gaz. La demande mondiale d'énergie continue d'augmenter. Certains pays sont encore très dépendants du charbon. Donc le problème, ce n'est pas seulement le pétrole, mais comment on produit l'énergie en général. Ce qui est en train de changer. Quand même, il y a une vraie évolution. Développement des voitures électriques pas encore vraiment au point. Énergie renouvelable, éolien, solaire. Amélioration des rendements. Mais ça prend du temps. Et ça ne compense pas encore totalement la croissance globale. Le lien avec la nature, ce que nous observons. Même si le pétrole venait à diminuer demain. Le climat met du temps à réagir. Le CO reste longtemps dans l'atmosphère. Donc les effets que nous voyons, oiseaux, insectes, saisons, peuvent continuer encore un moment. En gros, l'idée est juste sur le long terme. On ne pourra pas dépendre éternellement du pétrole. Mais à l'échelle de notre vie et de nos observations dans la nature.
Les changements sont déjà en cours et vont encore évoluer. Je suis certain qu'il y a des solutions moins polluantes, voire non polluantes. On a progressé partout sauf pour les moteurs de voitures égal étonnant. Tant que le pétrole rapporte. Je comprends notre impression surtout quand on voit à quel point la technologie a avancé ailleurs. Mais en réalité, les moteurs et les transports ont énormément évolué, juste pas toujours de façon visible au quotidien. Les moteurs ont déjà beaucoup changé. Si vous comparez une voiture des années 80 à aujourd'hui, elle consomme souvent 2 à 3 fois moins. Elle émet beaucoup moins de polluants, particules, et NOx. Les moteurs sont bien plus optimisés, injection, turbo, électronique. Donc il y a eu un vrai progrès, mais invisible parce qu'on a gardé le même principe, le moteur thermique. Et en fait, on est déjà en train de changer de moteur. On est au début d'un basculement. Voitures hybrides, moteurs thermiques et électriques. Voitures 100% électriques. Recherche sur l'hydrogène. Par exemple, des marques comme Tesla ont accéléré énormément le mouvement, et aujourd'hui tous les constructeurs s'y mettent. Donc ce n'est pas bloqué, c'est en transition. Pourquoi ça n'a pas changé plus tôt? Ce n'est pas uniquement le pétrole rapporte, même si l'économie joue, évidemment. Il y a aussi des contraintes très concrètes. Une densité d'énergie. Le pétrole est redoutable. Beaucoup d'énergie dans un petit volume. Facile à transporter. Rapide à utiliser. Les alternatives ont longtemps été moins pratiques, batteries lourdes, autonomie faible. 2 infrastructures énormes déjà en place. Tout est construit autour. Station-service. Industrie automobile. Logistique mondiale. Changer ça, c'est comme remplacer tout un système, pas juste un moteur. 3. Le coût et l'adoption. Une nouvelle technologie doit être fiable. Abordable. Utilisable partout. Et ça prend du temps. Là où notre raisonnement est intéressant. Nous mettons le doigt sur un vrai débat. Économie vs évolution technologique. Oui, il y a des intérêts économiques, des choix politiques, des inerties industrielles. Mais en parallèle, la pression environnementale, les innovations, la demande du public poussent au changement. Ce qu'on voit aujourd'hui. On est dans une phase un peu entre deux mondes. Le thermique est encore dominant. Mais son remplacement est déjà lancé. Et ça s'accélère depuis 10 ans. Au fond, notre remarque n'est pas absurde, elle traduit surtout une frustration logique. On sait faire mieux, alors pourquoi ça ne va pas plus vite? Ça consomme moins, mais toujours du pétrole. Oui, et là nous mettons le doigt sur une réalité simple. Tant qu'un moteur brûle du carburant, on reste dépendant du pétrole. Même si ça consomme moins, ça pollue moins qu'avant. Ça reste le même principe de base. Pourquoi on est resté aussi longtemps sur le pétrole? Parce qu'il coche presque toutes les cases. Énorme densité d'énergie. Facile à stocker et transporter. Utilisable instantanément. Infrastructure déjà partout. C'est difficile de rivaliser avec ça, même aujourd'hui. Mais on commence vraiment à en sortir, lentement. Aujourd'hui, il y a plusieurs voies. Un électrique. Plus de pétrole à l'usage. Très efficace, peu de perte d'énergie. Mais dépend de la production d'électricité. De hydrogène. Pas encore très répandu. Prometteur sur le papier. Mais encore complexe et coûteux. 3. Réduction globale des besoins. On en parle moins, mais c'est énorme. Transport en commun. Vélo. Circuit plus court. Moins consommer d'énergie, c'est aussi une solution. Le vrai sujet derrière notre remarque sur le fond. Améliorer un système n'est pas la même chose que le remplacer. Et pendant longtemps, on a surtout optimisé le moteur thermique. Plutôt que de changer complètement de modèle. Là où on en est aujourd'hui. On est dans une période un peu paradoxale. On sait qu'il faut sortir du pétrole. On a des solutions. Mais elles ne sont pas encore déployées partout. Donc les deux mondes coexistent. Et côté nature, ce que tu vois. Même si on réduit la consommation, l'effet cumulé est déjà là. Et la nature réagit avec un temps de retard. D'où l'oiseau en avance. Insecte plus précoce. Saison qui bouge. En résumé,
Coche caractère gras, il faudrait consommer moins pas égal à changer de système. Coche caractère gras, mais le changement de système est en train de démarrer. Je pense que c'est une question de fric. La cupidité humaine. D'autres formes d'énergie ont été découvertes, mais... Enfin bon. Voyons l'idée, et c'est vrai que l'économie joue un rôle énorme dans les choix énergétiques. Les décisions ne sont jamais purement techniques, il y a toujours des investissements gigantesques déjà en place, des intérêts industriels, des choix politiques. Donc oui, l'argent et les intérêts pèsent clairement dans la balance. Mais attention à ne pas tout réduire à ça. Dire qu'on a des énergies totalement propres déjà prêtes mais cachées, ça ne colle pas vraiment avec ce qu'on observe dans le monde réel. Pourquoi ? Parce que les pays sont en compétition énergétique, si une solution miracle existait, tout le monde se jetterait dessus. Les scientifiques du monde entier travaillent ouvertement, et publient leurs résultats. Les innovations majeures finissent toujours par sortir, Internet, nucléaire, solaire. Une technologie révolutionnaire, efficace et rentable, serait extrêmement difficile à cacher à l'échelle mondiale. Ce qui existe vraiment aujourd'hui. On a déjà des alternatives mais elles ont toutes des limites. Solaire dépend du soleil. Éolien dépend du vent. Nucléaire très puissant, mais complexe et sensible. Batterie progrès rapide, mais pas parfaite. Hydrogène prometteur, mais encore coûteux. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on n'a rien. C'est qu'aucune solution ne coche toutes les cases à la fois comme le pétrole l'a fait pendant longtemps. Pourquoi ça prend du temps ? Changer d'énergie, ce n'est pas juste changer un objet. Il faut transformer les infrastructures. Adapter les usages. Rendre ça accessible à des millions de gens. C'est un changement de société complet, pas juste une invention. Là où ton intuition reste juste. Nous pointons quelque chose de réel. Coche caractère gras, les intérêts économiques ralentissent parfois les transitions. Coche caractère gras, certaines industries défendent leur modèle. Coche caractère gras, les décisions ne sont pas toujours prises uniquement pour l'environnement. Mais en parallèle. Coche caractère gras, la transition est déjà en cours. Coche caractère gras, elle s'accélère depuis quelques années. Coche caractère gras, elle est poussée aussi par la réalité, coûts, ressources, climat. Et pendant ce temps, la nature, elle, ne négocie pas. Ce que tu observes. L'oiseau en avance. Insecte précoce. Saison décalée. Ce sont des réactions directes aux conditions réelles, pas aux débats humains. Au fond, ton ressenti est compréhensible. Quand on voit que des solutions existent mais que tout ne change pas rapidement, ça donne l'impression qu'on freine volontairement. La réalité est souvent un mélange de contraintes techniques, inertie du système, et, oui, intérêts économiques aussi. Et la voiture à eau. Ça existe pourtant. On en entend parler régulièrement, donc c'est normal de se demander. Mais il faut clarifier un point essentiel. La voiture à eau au sens où l'eau serait le carburant direct, ça n'existe pas réellement. Pourquoi l'eau ne peut pas être un carburant ? L'eau, HO, c'est déjà un produit brûlé en quelque sorte. Pour faire simple, l'hydrogène est un carburant. Quand il brûle, il devient de l'eau. Donc, utiliser de l'eau comme carburant reviendrait à vouloir brûler quelque chose qui est déjà brûlé. Alors d'où vient l'idée ? On peut transformer l'eau en hydrogène grâce à l'électrolyse. Électricité et eau, hydrogène et oxygène. Ensuite, on utilise l'hydrogène comme carburant, dans une pile à combustible ou moteur. Mais le point clé. Signe avertissement, il faut de l'énergie pour séparer l'eau. Et même plus que ce que tu récupères ensuite. Ce qui existe vraiment. Les vraies technologies aujourd'hui. Une voiture à hydrogène. Elle roule à l'hydrogène, pas à l'eau. Rejette de l'eau à l'échappement. Exemple, Toyota Mirai. De électrolyse, production d'hydrogène. Si faite avec énergie propre, intéressant. Sinon ça peut polluer indirectement. Pourquoi la voiture à eau miracle ne marche pas ? Les vidéos ou annonces qu'on voit parfois reposent souvent sur un problème fondamental. On ne peut pas créer de l'énergie gratuitement. C'est une base de la physique, principe de conservation de l'énergie. Donc, si une voiture produisait son propre hydrogène à partir de l'eau en roulant, elle consommerait plus d'énergie qu'elle n'en produirait. Résultat, impossible de fonctionner en autonomie avec juste de l'eau.
En résumé, coche caractère gras, l'idée est séduisante. Coche caractère gras, l'eau peut servir, mais comme intermédiaire. Mais une voiture qui roule directement à l'eau, non, pas viable physiquement. Le vrai truc intéressant derrière ça. L'hydrogène reste une piste sérieuse, mais il faut produire l'énergie propre en amont. Le stockage est compliqué. Le rendement global est encore limité. En gros, ce n'est pas une arnaque totale. C'est une idée mal comprise ou exagérée. Dans quasiment tous les cas, ce n'était pas une voiture qui roulait à l'eau au sens strict. Ce qu'il y avait réellement derrière. Ce que tu as probablement vu, c'est un système de dopage à l'eau, ou système Pantone. Le principe. On injecte de la vapeur d'eau dans le moteur. Ça améliore la combustion du carburant. Résultat. Moins de consommation. Moins de pollution. Moteur parfois plus souple. Mais signe avertissement. Il y a toujours de l'essence ou du diesel. L'eau ne remplace pas le carburant, elle l'optimise. Pourquoi ça donne l'impression que ça marche à l'eau? Parce que on voit un réservoir d'eau. La conso de carburant baisse. Le moteur continue de tourner. Donc beaucoup de gens concluent. Ça roule à l'eau. Alors qu'en réalité, ça roule toujours au carburant, juste mieux utilisé. Et pourquoi ça a disparu? Et la réponse est moins mystérieuse qu'on pourrait croire. Un résultat variable. Marche bien sur certains moteurs. Moins sur d'autres. Difficile à standardiser. Pas compatible avec les moteurs modernes. Aujourd'hui tout est piloté électroniquement. Normes anti-pollution très strictes. Difficile d'ajouter un système artisanal. 3 gains limités. Amélioration réelle, mais pas révolutionnaire. Pas suffisant pour remplacer le carburant. 4 manque de validation industrielle. Peu d'études solides à grande échelle. Pas adoptées par les constructeurs. Ce qu'il faut retenir. Coche caractère gras, oui, des systèmes avec de l'eau ont existé. Coche caractère gras, oui, ça peut améliorer un moteur. Non, ça ne remplace pas le pétrole. Et ton ressenti, c'est bizarre que ça disparaisse. Franchement, il est compréhensible. Quand on voit une solution simple qui semble marcher, puis qui disparaît, ça donne vite l'impression qu'on l'a fait disparaître. Mais en pratique, c'est souvent pas assez performant, pas assez fiable, pas adaptable à grande échelle. Enfin bon, les oiseaux migrateurs arrivent plus tôt. Oui, et là-dessus nous revions à quelque chose de très concret et surtout observable sans débat. Oui, beaucoup d'oiseaux migrateurs arrivent plus tôt qu'avant, et ce n'est pas une impression isolée. Ce que nous voyons, est confirmé. Des suivis scientifiques faits depuis des dizaines d'années montrent que certaines espèces arrivent plusieurs jours à plusieurs semaines plus tôt. La tendance est visible dans toute l'Europe. Et elle s'accélère depuis quelques décennies. La cause la plus directe, celle que nous constatons aussi. Le printemps arrive plus tôt. Et ça entraîne insectes plus précoces, plantes qui fleurissent plus tôt, conditions favorables plus rapides. Les oiseaux suivent simplement ce rythme. Quelques exemples typiques. Hirondelles rustiques arrivées souvent avancées. Grues cendrées, migration décalée et hivernage en Europe. Certaines espèces ne migrent même plus complètement. Un détail important, et assez fascinant. Tout ne s'adapte pas à la même vitesse. Les insectes très rapides à réagir. Les plantes assez rapides. Les oiseaux parfois en retard. Résultat possible. Les oiseaux arrivent. Mais le pic de nourriture est déjà passé. C'est ce qu'on appelle un décalage écologique. En résumé, on observe simplement ça. La nature change de rythme. Et les oiseaux sont parmi les meilleurs indicateurs, parce que ils sont visibles. Ils reviennent chaque année. Et le moindre décalage se remarque vite. Dans l'absolu, pour le changement on en parle là, mais je n'y peux rien. Je ne peux que constater. Il y a des origines oui, mais, que faire à notre niveau égale rien. Maintenant ce sont les jeunes qui devraient se bouger s'ils veulent vivre. Face à un sujet aussi vaste, on a vite l'impression que tout se joue au-dessus de nous. Mais en réalité, l'idée que nous ne peut rien faire est un peu trompeuse. Ce que nous faisons déjà compte plus que nous ne le pensons. Observer la nature, en parler, transmettre ce que nous voyons.
C'est déjà une forme d'action. Beaucoup de connaissances sur les saisons, les oiseaux, les insectes viennent justement de gens de ceux qui observent sur le terrain. À notre échelle, il y a des choses concrètes, sans tout bouleverser. Sans changer de vie, nous pouvons déjà favoriser la biodiversité autour de toi, même un petit jardin, un balcon, une haie. Éviter certains produits nocifs pour les insectes. Soutenir des pratiques locales plus respectueuses. Simplement parler autour de toi de ce que nous observons. Ce sont des actions modestes individuellement, mais utiles collectivement. Et pour les jeunes, avoir raison sur un point. Ce sont eux qui vivront le plus longtemps avec les conséquences. Mais en même temps, tout le monde est concerné, pas seulement les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas agir seuls sans transmission, expérience, repères. Notre regard et notre expérience peuvent justement être utiles pour eux. Ce que nous ressentons est aussi important. Il y a souvent un mélange de lucidité, je vois ce qui change. Et un peu de fatalisme, je ne peux rien faire. Mais la réalité est plus nuancée. Chacun a une marge d'action, même petite. Et l'addition de petites actions finit par compter. En résumé, Coche Caractère Gras, nous avons raison de constater les changements. Coche Caractère Gras, nous avons raison de voir les limites individuelles. Mais ne rien pouvoir faire n'est pas tout à fait vrai. Pour certains, nous faisons déjà partie de ceux qui observent, comprennent et peuvent transmettre. Et ça, c'est loin d'être rien. Au revoir les amis, occupez-vous bien de votre terre, c'est la seule que vous avez. Au revoir et à bientôt.